Kamel, vous êtes le bienvenu au journal La Presse et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre première question, ça va porter bien sûr sur les attributions du Conseil de sécurité nationale. Donc, lors des débats télévisés, la majorité des candidats à la présidentielle, et à l'exception de quelques-uns, n'ont pu répondre à une question se rapportant justement aux attributions du Conseil de sécurité nationale et ses actions prioritaires, ce qui a d'emblée mis à nu leur incapacité à gérer un pays qui fait face à des défis à multiples facettes. Comment l'ancien premier conseiller à la sécurité nationale répond-il à cette même question? Bonjour et merci pour l'invitation. Parler des attributions du Conseil de sécurité nationale, tout d'abord, permettez-moi d'aller un peu au background et l'origine et la genèse de ce Conseil. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une sécurité nationale? Par définition, c'est la capacité d'un État de pouvoir protéger son territoire, ses citoyens, sa souveraineté, sa souveraineté même de décision contre toute menace interne ou externe. La sécurité nationale ne touche pas seulement la sécurité et la défense, mais elle touche d'autres secteurs, l'économie, l'éducation, elle touche l'environnement, elle touche d'autres secteurs qui sont vraiment en liaison directe avec la sécurité et la stabilité d'un pays. Donc c'est pour ça, indissociable. Voilà, c'est pour ça que la notion déjà de sécurité nationale est élargie comparée à l'avant 2011 en Tunisie. On va enchaîner, Si Kamel, en 2015 et suite à votre nomination en tant que premier conseiller à la sécurité nationale par le président Beji Khalil Qaïd Sebsi, paix à son âme, vous étiez appelé à restructurer le Conseil de sécurité nationale, une tâche très délicate qui n'a pas d'ailleurs été beaucoup médiatisée vu la nature de votre mission. 2 décrets ont couronné ce travail de longue haleine. Une excellente question. Juste un détail, j'étais nommé premier conseiller en sécurité nationale auprès du président de la République en 2017, c'est pas en 2015, mais en 2015, lorsque j'étais appelé par le président Beji Allah yarhamou, et il m'a proposé un autre travail, j'ai dit je peux le faire, mais je vous serai plus utile à restructurer le concept de sécurité nationale, le concept général de sécurité nationale, qui est un concept nouveau, qui est... Vu votre formation. Vu ma formation, vu mon travail, j'ai enseigné, tout ça, mon expérience et tout ça, je pourrais faire une architecture de ce conseil, de la sécurité nationale en Tunisie. Donc... j'étais donc nommé au début comme conseiller principal à l'organisation et après, une fois nous avons terminé l'architecture, c'est le président qui m'a nommé en 2017 en tant que conseiller principal de sécurité nationale. On reste toujours dans le volet des réformes où il est question surtout de légiférer pour le secteur de la sécurité. C'est ça qui nous manque en Tunisie, et plus particulièrement les renseignements généraux. Ouais. Toutefois, il y a toujours ces mauvais réflexes de laisser tout tomber avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, il faut le dire. Ne craignez-vous pas une discontinuité et un nouveau départ sur d'autres bases pour le Conseil de sécurité nationale et la réforme du secteur sécuritaire en général? Vous savez que les renseignements, c'est un outil que chaque décideur
fait tout pour l'avoir de son côté ou qu'il travaille. C'est un levier énorme. Donc chacun tire vers lui, surtout dans qui possède le renseignement, possède le pouvoir. Voilà, c'est surtout avec un système politique en Tunisie, le président, le chef du gouvernement, ainsi de suite. Donc, lorsque vous parlez de sécurité nationale, vous parlez aussi d'un levier nécessaire pour la sécurité nationale, qui est le renseignement, surtout dans cette guerre asymétrique qui est basée sur le renseignement plus que sur les armes. Donc, nous avons pensé, et en plus, c'est un projet après 2011, nous avons, comme tout le monde, nous avons remarqué que chacun, surtout les services de renseignement, chacun travaille cloisonné. C'est-à-dire il y a une certaine compétition, concurrence entre les services et souvent cloisonné chacun et ne passe pas l'information à l'autre. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons les renseignements sont répartis entre le ministère de l'Intérieur, de la Défense. Chacun a son secteur d'action. Souvent, avec la guerre, avec le terrorisme, chacun, en quelque sorte, même au ministère de l'Intérieur, vous avez la garde nationale, la police, vous avez le militaire, pratiquement, ils cherchent l'information dans le même panier. Donc, qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé à créer une agence, qu'on a appelé plus tard un centre de renseignement, un centre national de renseignement qui va regrouper ces gens-là, tous ces gens-là, qui va travailler sur, encore une fois, le niveau stratégique. Pourquoi? Vous savez, un renseignement, ce n'est pas le collecte ou la collecte d'informations. On peut les avoir avec les moyens qu'il y a, Internet, réseaux sociaux et tout ça. L'essentiel, c'est l'analyse de cette, et tirer de cette information l'essentiel pour préparer la bonne décision aux décideurs. Donc nous avons pensé à cette agence ou ce centre. Comment on l'a imaginé, et c'était à mon avis quelque chose de tunisien et revient au mérite de la Tunisie. Et c'est une fierté, il faut vraiment le mettre en action, qu'il travaille et tout ça. Nous avons tout d'abord créé le chef. Le chef, il est désigné par le président de la République. Et il travaille sous le chef du gouvernement, puisque le chef du gouvernement, il a besoin de renseignements. Les rapports qu'il envoie au chef de gouvernement, il est obligé de les envoyer au Conseil de sécurité nationale. Il est aussi le chef, il est aussi membre du Conseil de sécurité nationale. C'est très important. C'est lui qui va parler de renseignements et tout ça. C'est la boîte à outils du Conseil. Donc, pour préparer, comme je viens de le dire, la bonne décision, il faut avoir une vision sécuritaire de renseignement sur la situation géopolitique ou interne, ou géopolitique régionale ou interne. À quel niveau se trouve actuellement le projet de création du Centre national de renseignement? Sur le papier, il existe. C'est le décret 71 de 2017. Il existe sur le papier. Mais l'activer, c'est ça le problème. C'est quand même, pour résumer les choses, le Conseil de sécurité nationale, il est sur la bonne voie, il a démarré, alors que le Centre national de renseignement, rien n'a encore été mis en œuvre. Malheureusement, non. Pour quelle raison, justement? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté politique qui interfère dans ce dossier? Il y a beaucoup de volonté politique. Je vous donne un exemple dans des pays qui ont c'est-à-dire des renseignements forts, comme je prends l'exemple de l'Égypte. Les discussions avec Israël, c'est Omar Suleiman, c'est pas le ministre des Affaires étrangères. Donc ça, c'est le rôle de l'agence de renseignement, des renseignements et tout ça. Si vous voyez Bolton ou autre aux États-Unis, c'est quelqu'un
qui a quand même le titre de ministre, c'est quelqu'un qui conseille le président. Et j'ai parlé que ce soit, je prends par expérience, le rôle du conseiller est très important, que ce soit pour un président ou autre, pour la prise de décision. Un conseiller, on ne peut pas travailler sans conseil. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Il y a beaucoup de ça. Il y a de ça. Il faut pas revoir un peu la période par laquelle est passé le pays ces 3 dernières années. Il y a un manque il n'y a pas une volonté pour peut-être faire avancer ça et même créer un organisme qui va en quelque sorte être indépendant du ministère de l'Intérieur, de la Défense ou autre. Quand même c'est pas confortable pour les ministères eux-mêmes qui veulent avoir le monopole. Nous avons aussi une loi qui est fondamentale, à mon avis, très importante, c'est la loi des renseignements. Elle est au niveau du gouvernement, donc elle va passer à l'ARP. Nous avons la loi sur le renseignement. Oui, elle réglemente le renseignement. Le renseignement en général. Elle n'est pas en lien avec la création du non. Voilà. Au contraire, malheureusement, nous n'avons pas cette loi. C'est-à-dire, comment vous voulez que ces gens-là travaillent sans avoir le cadre juridique? Cette loi n'est pas facile. Car vous savez, dès qu'on touche au renseignement, chacun tire vers la ficelle. Mais nous avons trouvé quand même quelque chose de commun entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la... Nous avons déjà déterminé la communauté de renseignement. Nous avons défini le contrôle parlementaire des services de renseignement. Et ça a été fait par des gens qui sont des anciens de renseignement, c'est-à-dire non pas d'intérêt personnel, par des gens qui travaillent sur le renseignement, par des juristes et tout ça. Et c'est quelque chose, à mon avis, c'est urgent. C'est urgent. C'est pour protéger tout d'abord le citoyen de ce monstre dont parlait le renseignement et de protéger les gens qui travaillent dans le renseignement de ce monstre aussi. C'est très important. Je précise quelque chose de très important que je répète chaque fois où je vais dans une conférence où j'en parle à quelqu'un du domaine. C'est que on ne peut pas être transparent dans le domaine de renseignement. Mais il y a un contrôle parlementaire, une commission déjà définie, nous avons défini les services, les départements de renseignement, il y a d'autres aussi qui aident ces départements-là, qui sont secondaires, et à mon avis, c'est quelque chose de valable, de très valable. Donc, Inch'Allah, on l'aura bientôt à l'ARP. Sur ordre du président Béji Qaïd Sebsi, paix à son âme, le Conseil de sécurité nationale que vous présidez a été saisi du dossier de l'organisation secrète du parti Nahda. Ceci a provoqué le courroux de ce parti qui a soulevé le risque d'impliquer la justice dans des conflits politiques. Quel commentaire apportez-vous à ce propos, On m'a posé cette question à la radio, j'étais pas bon surpris puisque je n'ai rien à cacher. Vous savez, les gens qui savent la réalité, vous n'allez pas les trouver Medino Jour, Machak Télé. Ce sont des gens qui ne parlent pas des choses il y a le professionnel, il sait où s'arrêter. Il y a des lignes rouges quand même. Ce que j'ai parlé avec Sylvain, personne d'autre n'a une idée ce qu'on... C'est entre lui et moi. Comment, selon vous, traiter l'épineuse question relative au retour des Tunisiens qui ont pris part au combat dans les zones de conflit, que ce soit en Syrie, en Libye, en Irak? À mon avis, c'est à Tunis, à la Had Marfti.
معناها l'État tunisien ماهوش باش يجي يلوج عليهم ويجي فيهم. Bien sûr, oui. مي فيهم لا جاء بلا مويان ولا نطر. لحد علمي اللي جاء il a été dénoncé entre guillemets soit par sa famille ou par ses voisins. Bon, le retour نتاعهم ce sont des gens très dangereux qui m'a dit au début. L'État doit vraiment, l'État, pas seulement l'État, l'État c'est l'exécutif, mais le Qada, avec toutes ces institutions. Voilà, le Qada vraiment, il y a les labadins, mais ils sont dangereux. هذا مع عباد نتعاضوا بالتجربة الجزائرية باش نقول لك سامحوهم ونعشوا هبطوا من جبل واحد ما قعدوا مريسين ولا عملوا لهم السقوط سكنوهم مع بعضهم خرجوا خايفين عليكم وهم خايفين منهم. دونك هذا سو سون دي جون اللي كيما قلت لك ديراديكاليزي كالكان يلزمك دي موان انورم. كل واحد انكا واحد يسمو طبيب يسمو امام يسمو وشوف يرجع لله. معناها الحاجه الاخرى اللي امون افي يلزمنا كدوله تونسيه معناها ناخذوها في بعين الاعتبار هو وجودنا في منطقه حساسه جدا. سو كي سباس في ليبيا ولا مرتع نتاع الجماعات هذه سواء اللي هاربين من الاوبراسيون سيرفال في الساحل دونك طلعوا للجنوب تاع ليبيا في ليبيا بيدهم ما فيرس كون اونطون تاع 2500 حتى 6000 جاي منهم تركيا اكسيتيرا. شوف كيما لا ديفينيسيون دو تيروريزم ما لقاولهاش ديفينيسيون على شيل انترناسيونال على خاطر كلمه تيروريزم ساعات التيروريست يخلقوا لو سيرفيس دو رونسينمون دان بي محترم اللي هو في الابسوليو ولكن خلق الجماعه هذا مش يخدم بيهم ولا وسيله ضغط. التيروريزم هذا عنده علاقه بالرونسينمون ينجم دي سيرفيس وراهم تخدم فيهم pour déstabiliser ولا واحد d'une région ولا imposer ستاند دو في كوم لي زوتر. دونك هذا نحن يلزمنا فريمون نردوا بالنا مع الجماعه ماهمش ساهلين مي سورتو انا في اعتقادي نراجعوا امورنا في التوعيه وسورتو في تربيه النشء هذا. كيفاش وقت اللي تشوف المعلم بيدو يعمل لهم في سونداج على حاجات اللي انت تباسي صغيرات ولا يدخلها فيها كل شيء بالحرام والحلال. انا سي با انا في اعتقادي ما عنده معناها هذاك يخوف. لازم السيد اللي قري هو بيدو معناها حاضر باش يقري شباب خاطر الصغير شنو كيما سبونتكس نظيفه جديده مطلعتها من برك وحطيتها في الحليب تطلع بكل حليب حطيتها في الماء مسخ تطلع مسخ صغير المخ نتاعو سي سا. Ok, si Kamel, on passe, merci beaucoup, on passe à la dernière question. Comment évaluez-vous la situation générale dans le pays? Vous savez, Sibej El Rahmou a beaucoup de qualités. La Tunisie m'a échoué à la chasse. Un pays qui a produit Chebi, qui a produit Khatoun ou autre, mais ne peut pas manquer de personnalité dirigeante. Comment dire, la Tunisie va trouver son chemin. Malheureusement, on aurait pu gagner beaucoup de temps, mais tôt ou tard, elle va retrouver son chemin. Et nous avons fait le bon choix d'être un pays démocratique. Et j'ai vécu ça en 2011. De là, j'étais en poste au ministère de la Défense. En tant qu'armée nationale, nous avons joué notre rôle pour que cette Tunisie soit un pays démocratique, une république qui se respecte. Et nous avons passé le flambeau et le pays à des gens qui ont été élus démocratiquement. Nous avons veillé à ce que ces élections soient démocratiques. Maintenant, c'est le jeu, le ballon, c'est en leur camp. Il faut vraiment que eux aussi soient au niveau des attentes
du peuple, de la population. Le citoyen doit jouer son rôle aussi. C'est pas en restant, en buvant un café que vous allez faire avancer les choses, en restant dans un café que vous allez avancer. Il faut travailler, et en plus avoir une vision pour ce pays et surtout miser sur les jeunes. Les jeunes, vous savez que 60% à peu près des métiers de demain ne sont pas encore connus donc pour les jeunes qui sont au primaire. Donc il faut vraiment travailler sur l'éducation, préparer ces jeunes-là pour un avenir et prendre l'exemple de pays qui étaient dans les années 60 sous le seuil de pauvreté, plus pauvres que la Tunisie, tels que la Malaisie, Corée du Sud ou Singapour, prendre ces exemples-là pour avancer. Et encore une fois, peut-être je vais utiliser un mot en anglais, might is right. Ce que vous avez comme puissance, ça vous donne droit. On ne peut pas, un pays faible, un pays failli, un pays où ses citoyens n'ont en tête que leur intérêt national, leur intérêt personnel et leur magouille et ne pensent pas à l'image du pays. À mon avis, on ne peut pas avancer. Citoyens et dirigeants. Je parle du citoyen en général, le dirigeant compris, bien sûr.